formalisé. On a aussi demandé, enfin le ministère nous a demandé aussi un observatoire des traitements, donc on va être actif sur ce travail, et puis bien sûr tout ce qui est lié à l'ETP, et bien évidemment en collaboration avec les plateformes d'expertise maladie rare qui sont en cours de labellisation. Alors pour parfaire à tout ça, on a fait un petit plan de communication, enfin surtout Dorian, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est dans les parages. Donc on a réédité une plaquette qui va arriver normalement dans la journée et que vous aurez à disposition. Donc une newsletter va être initiée, donc très prochainement, la suite à la journée, bien évidemment, nous allons la mettre en place. Vous l'attendez tous, la refonte du site internet. Alors on a des petits soucis à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas, on y pense très sérieusement et dès qu'on aura les informations, on vous les fera monter parce que vous serez acteur du contenu. Et puis Radioscar, mais ça on va laisser la surprise pour la présentation qui arrive. Bien évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, et il y a bien évidemment la chaîne YouTube. Voilà, donc Radioscar qui va nous être présenté. Moi, je tenais à remercier les laboratoires Alexon, Ipsen et Kiowa Kirin pour leur participation à cet événement. Et on vous remercie de votre attention. Alors on est bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions. Moi je voudrais vraiment souligner un point, c'est que l'équipe opérationnelle d'Oscar est là pour faciliter votre travail, vos actions, ce que vous avez envie de faire. Et donc vraiment l'idée c'est pas que ça vienne de nous et que vous proposez des choses, mais plutôt dans l'autre sens. Et donc on est vraiment à votre disposition pour soutenir les actions dès que ça a un rapport avec la filière. C'est vraiment notre rôle. Vous avez vu les différents axes et on va communiquer bien sûr les diapositives, elles sont détaillées. On les retrouve de toute façon dans le PNMR3, qui est un document qui est extrêmement bien écrit. Et donc en fonction de là où vous souhaitez prioriser, nous on répondra présent. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez des questions sur les différents éléments qu'on vient d'aborder, qui sont un peu, je dirais, un peu pragmatiques, mais nécessaires? Et sinon, effectivement, on peut discuter sur les différents points au cours des pauses. Si pas de questions particulières, pour vous, c'est parfait. Bon. Ok, très bien. Alors, on va laisser la parole à Damien. Donc effectivement, on va laisser la parole au professeur Damien Sans-la-Ville. On remercie beaucoup parce qu'il est très occupé. Enfin, il avait un autre engagement, il a quand même accepté de venir. Et donc, ce qui montre sa disponibilité, son intérêt pour les maladies rares. Et donc, on lui a demandé, le professeur Sans-la-Ville est généticien à Lyon, et on lui a demandé de parler de quel séquençage, pour quel patient, quel résultat. Donc voilà, merci beaucoup. On vous laisse la parole. Vous avez... Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, je vous prie l'Assemblée de bien voir m'excuser parce qu'effectivement j'ai un autre engagement et je vais devoir quitter après cette présentation. Bien, donc le séquençage, mais effectivement, quel séquençage? Donc je reviens un tout petit peu sur l'historique. Dans les années en 1953, il y a eu effectivement la découverte de la WIS. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de 1978, on a été capable de commencer à lire notre code génétique grâce à un biochimiste qui s'appelle Sanger, et donc c'est ce qu'on appelle la méthode Sanger en séquençage. Et puis après, avec l'arrivée de la PCR, ça a été plus facile de séquencer, et donc on est capable de lire effectivement ces fameuses lettres T, C, TA, CG, etc. sur un électrophorogramme qui nous permettent de lire notre code génétique. Ce qu'on va chercher en fait, c'est une variation nucléotidique. Alors une variation nucléotidique, c'est pas toujours facile à voir. Là, ici, vous avez en fait un double pic. Je sais pas si vous voyez, il y a du rouge et du bleu. Et ça veut dire qu'en fait, il y a deux allèles présents chez l'individu. Il y a un allèle qui est TCTA-CT, A, normal, enfin, wild type, et l'autre qui est TCTA-CC. Donc on a bien une variation à cette position d'un nucléotide. La question, c'est est-ce que cette variation va entraîner une pathologie ou pas? Donc on parle de variation nucléotidique. Et si elle est pathogène, on a tendance à utiliser le terme mutation, mais on a tous des variations nucléotidiques. Et puis en fait, la grande révolution, c'est l'arrivée du séquençage massif en parallèle ou séquençage du haut débit. Il y a beaucoup de synonymes. Donc souvent on utilise le terme NGS pour Next Generation Sequencing.
ou alors séquençage massif en parallèle, puisqu'effectivement le principe c'est qu'on ne va pas séquencer une chose, puis une chose, puis une chose, on séquence beaucoup de choses en parallèle en même temps. Il y a aussi SHD pour séquençage haut débit, STHD pour séquençage très haut débit. Le principe c'est de séquencer en une seule fois une grande quantité de régions de notre génome, des régions qui sont différentes. Donc on ne fait plus une région puis une autre région, on va faire beaucoup de régions, comme je vais vous le montrer, la difficulté étant l'interprétation des données qu'on va générer. Deux notions importantes, parce que peut-être vous les verrez dans les comptes rendus que vous pourrez avoir. Première notion, c'est la profondeur. Donc là, juste avant, ça rappelle qu'on prend de l'ADN, on coupe en petits morceaux, et on séquence des petits morceaux. On séquence beaucoup de petits morceaux. Tous ces petits morceaux sont alignés en fait sur notre génome. Donc là, c'est la représentation d'un chromosome ici. Et là, tous les petits carrés gris, c'est ce qui a été séquencé et qui a été reporté sur notre génome. Et donc la première notion, c'est la notion de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne séquence pas qu'une fois une région, on séquence plusieurs fois une même région. Et quand on dit par exemple qu'on a une profondeur à 30x, ça veut dire qu'on a séquencé 30 fois cette base. Alors on peut avoir des profondeurs à 10x, 30x, 50x, 100x, et plus la profondeur est grande, et plus on est sûr du résultat. La deuxième notion, c'est la notion de couverture. C'est-à-dire que quand on va séquencer, on espère séquencer la totalité, par exemple, d'un gène, mais il arrive qu'en fait, il y a des régions qui ne soient pas séquencées. Donc là, par exemple, vous avez le gène 7D5, et vous avez ici les rectangles bleus, c'est les exons. Donc ce qui nous intéresse, les séquences connantes. Vous voyez que tous ont été séquencés. En revanche, pour ce gène-là, vous voyez ici cette partie bleue, c'est une partie connante, et vous voyez qu'il n'y a pas de séquence. Donc la couverture n'est pas complète. Donc quand on a un séquençage au débit, il y a deux notions importantes. Il y a la profondeur, à combien de fois on a séquencé chaque région, et la couverture, est-ce qu'on a bien séquencé tout ce qu'on voulait. Il y a souvent des trous de couverture, c'est difficile de tout séquencer. Alors pour bien comprendre, effectivement, en Sanger, ce qu'on faisait, quand vous demandiez un gène, on avait un gène, et puis on commençait par le premier exon, puis le deuxième exon, puis le troisième exon, etc. Puis ça prenait du temps, et les résultats pouvaient prendre du temps. Et si le premier gène était négatif, on demandait un deuxième gène, etc. Et avec le LGS, déjà on est capable de séquencer en une fois tout le gène, et si vous voyez bien, on peut éventuellement séquencer non seulement les exons, mais également les parties introniques, si on le souhaite. Mais aussi, on peut séquencer, si on veut, plusieurs gènes qui sont impliqués dans un cadre nosologique de pathologie. C'est ce qu'on appelle les panels de gènes. Donc là, j'ai mis 3, mais souvent les panels de gènes, c'est 15, 20, 50, 100 gènes, voire plus. Et puis, on peut séquencer, si on veut, toutes les régions codantes, tous les exons, on appelle ça l'exome. Et comme on va le voir après, si on veut, on séquence l'ensemble de notre génome. Donc vous voyez que le bond a été majeur, puisqu'on séquençait, il y a encore quelques années, juste un petit morceau d'un gène. Maintenant, on peut séquencer non seulement l'ensemble de notre génome. Alors pourquoi cela est devenu possible? Déjà, il y a eu des avancées techniques. C'est-à-dire que les machines de type Sanger, eh bien, quand on a voulu faire le génome humain, le projet génome humain, ça a mis 13 ans pour faire le génome humain. Les nouvelles machines de séquençage à haut débit, on peut faire 48 génomes en une semaine. Produire des données de 48 génomes en une semaine. Donc là, on a changé d'échelle, carrément. Et c'est pas parce qu'on a les séquences qu'on a su les interpréter. C'est bien ça la difficulté. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le coût de la séquence a chuté. Le premier génome humain coûtait 3 milliards de dollars. Maintenant, on est sur quelques milliers d'euros de réactifs pour faire un séquençage du génome. Ça devient abordable. Ça devient abordable. Et on le voit bien sur le nombre de génomes qui ont été en fait séquencés. Donc on voit que le coût des génomes n'arrête pas de descendre, et en revanche, le nombre de personnes qui vont bénéficier d'un génome entier n'arrête pas d'augmenter. Et d'ailleurs, en Europe, il y a un projet qui va se monter, c'est 5 millions de génomes. On va séquencer 5 millions de personnes en Europe. Et à l'initiative des Anglais, ça se trouve, il y aura 5 millions d'Anglais séquencés. Alors, ils seront tous dans l'Europe peut-être d'ici quelques mois. Et c'est une autre question. Alors, l'intérêt diagnostique pour les patients, c'est d'augmenter la chance de trouver un diagnostic. Et ça a été rappelé dans le PNMR3 et le plan portrait génomique, il y a diminué le rang diagnostic. Alors pour quels patients? Là je fais un focus parce qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent bénéficier d'une maladie génétique. Mais bon, les patients suspects d'une maladie génétique, je vous rappelle juste que tout n'est pas génétique, hein, mais que 80% des maladies rares sont d'origine génétique. C'est ce qu'on écrit un peu partout. Donc l'histoire familiale est importante, en génétique, l'histoire familiale est importante. Puis j'ai juste mis une deuxième type de patient qu'on peut séquencer, parce que ça fait partie des indications en transmission génomique, c'est les cancers ou les prédispositions à des cancers. On peut effectivement trouver
des modifications génomiques qui peuvent influencer la prise en charge du patient, voire son traitement et son pronostic. Alors, j'ai essayé de faire globalement 3 situations. Le diagnostic clinique est presque certain, le cas nosologique, on a une idée, mais on ne sait pas le diagnostic, puis on n'a pas d'idée. Alors, là, c'est relativement facile, surtout. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans les maladies auto-constitutionnelles, alors vous voudrez bien m'excuser si je fais quelques erreurs d'appréciation, mais même, je n'ai pas une formation en génétique, en particulier, donc néphrologie, je peux quand même faire le diagnostic. Donc, effectivement, nous avons sur la morphologie et sur les images radiologiques, avec cette main en trident, les animaux que vous avez vu, une forte suspicion d'achondroplasie. Et on connaît le gène. Donc, dans ce cas-là, on a une suspicion d'achondroplasie. Il y a un gène qui est connu, on a deux variations nucléotidiques pathogènes majoritaires, et donc on peut faire un séquençage ciblé, on a une idée diagnostique, on va demander un séquençage ciblé, c'est assez rapide, c'est moins coûteux que faire un génome, et ça répond à la question clinique, et ça aide le patient. Donc ça, c'est une situation qui est vraiment intéressante pour les médecins et les patients. Deuxième cas, on est dans un cas nosologique d'ostéocondensation, et donc on sait qu'il y a une ostéocondensation, mais on n'a pas d'idée précise du diagnostic de ces ostéocondensation. Donc là, à ce moment-là, éventuellement, on peut faire un panel de gènes, parce qu'il y a des panels de gènes qui existent, il peut y avoir un panel d'ostéocondensation, et donc on va tester plusieurs gènes sans avoir une idée diagnostique précise, mais on sait qu'on est dans un cadre nosologique particulier. Donc ça permet de nombreux tests, de tester de nombreux gènes. On peut faire un diagnostic dans X% des cas, donc ça c'est des panels. Alors, en fonction des panels, les taux diagnostiques sont très différents. Il y en a qui ont des taux diagnostiques à 10%, il y en a qui ont 50%, donc il faut se renseigner aussi après sur le taux diagnostic dans les laboratoires. Et puis, si un diagnostic est fait, il faut revenir à la clinique, ça c'est très important. Parce que des variations nucléotidiques, on va en trouver. La question c'est, est-ce que ça explique le phénotype du patient? Et donc on a toujours un aller-retour entre la clinique et le génotype. Et là, on commence à poser les problèmes de compétences pour l'interprétation des variants qu'on a sur les panels. Alors, une autre situation qui est plus complexe pour moi, donc vous avez cette présentation avec celle du valgus, une exostose, ces images, et donc, bon, moi je me pose la question du diagnostic, donc à titre personnel, j'ai pas trop d'idées, mais je me dis, c'est sûrement une maladie osseuse constitutionnelle. Et comme j'ai pas d'idée, j'ai même pas de cas nosologique, je vais demander un exome. Bon, je demande un exome, et l'exome, dans un certain nombre de % des cas, va me faire un diagnostic. Mais là aussi, il faut le confronter à la clinique, parce que le nombre de variations qu'on va trouver sera encore plus important. Et est-ce que cette variation est bien en lien avec la clinique? Et la deuxième problématique que je n'ai pas encore abordée ici, c'est la problématique des données additionnelles. Qu'est-ce qu'une donnée additionnelle? C'est une variation nucléotidique pathogène qui n'est pas en lien avec la question médicale posée. On s'est posé la question, effectivement, d'une maladie osseuse constitutionnelle, et puis je trouve autre chose qui n'a rien à voir avec une maladie osseuse constitutionnelle, et comment je gère ça? Alors, je vais malheureusement pas le temps de développer, mais c'est des questions qui sont importantes. Alors, en fait, pour revenir sur l'importance des compétences cliniques, c'est-à-dire que moi, généticien de base, on va dire, je me pose la question d'une MOC, je n'ai pas trop d'idée diagnostique, je demande un exome. Geneviève Goja, elle, puisque ça vient d'un de ses articles, c'est pour ça que je la cite, tout de suite, elle voit que c'est une fibrodysplasie ossifiante progressive, elle demande une étude du gène ACVR1 et avec une mutation majoritaire. Donc la compétence clinique est importante. Moi, j'aurais écouté un exome avec un risque de données additionnelles. Quelqu'un qui connaît la pathologie va pouvoir la cibler, et on revient sur le cas de c'est telle pathologie, je demande un examen ciblé. Donc l'importance des compétences cliniques est vraiment importante. Alors le génome entier, est-ce qu'on peut le faire? Oui, là je vous montre un exemple qu'on avait eu à Lyon, où en fait on avait une famille avec une double boucle de consanguinité informative sur en fait une maladie de Pikes, et donc on avait 2 sujets atteints, et donc on s'est dit on va faire un génome dans le cadre de la recherche, et donc vous pouvez voir ici les images radiologiques avec ces aspects en Arendmeyer, et donc eh bien, on a pu trouver effectivement une variation nucléotidique qui nous semblait pathogène dans un gène qui s'appelle SFRP4, donc vraiment c'est de la recherche, qui a été confirmé en sangueux, alors ça s'égrégeait très bien dans cette famille, et au moment où on a trouvé ça, il y a eu une publication de Keeper qui a montré que c'était ce gène-là. Bon, voilà, c'est la vie de la recherche, mais néanmoins il y a des ressemblances diagnostiques, parce que maintenant on a un gène, on peut faire une recherche, on peut faire un conseil génétique, et donc il y a un intérêt aussi d'avoir ces analyses de génome. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des résultats? On peut attendre en fait un diagnostic, parce qu'effectivement souvent c'est la question primaire qui est posée. Et je rappelle que tout n'est pas connu et tout n'est pas génétique. On va essayer d'améliorer la prise en charge en faisant donc, une prise en soin des patients,
On va éviter des examens à visée étiologique inutile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le diagnostic, on va plutôt orienter les examens pour faire de la prévention ou rechercher des complications qui sont plus fréquentes dans cette pathologie. On va peut-être arrêter des examens à visée étiologique. On peut donc adapter le suivi médical, faire un conseil génétique adapté, et puis proposer un prénatal si la famille le souhaite. Et puis surtout, on peut donner éventuellement l'opportunité aux patients de participer à des essais à visée thérapeutique. Parce que la plupart du temps, ces essais-là, eh bien, il faut une preuve moléculaire de la pathologie, et ça permet effectivement de faire bénéficier aux patients des essais thérapeutiques qui sont en train d'arriver. Alors, le génome, c'est possible techniquement, je pense que je vous ai montré qu'on peut le faire, et la problématique, c'est le transfert en diagnostic. Donc, il y a une limite, il y a un flou entre, effectivement, le diagnostic et la recherche. Il y a que les panels, on est clairement dans le diagnostic, l'exome, on est dans le diagnostic, des données nationales, et le génome, comment on a accès à l'ensemble du génome, est-ce que c'est diagnostic, est-ce que c'est de la recherche? Néanmoins, on sait qu'on peut trouver des diagnostics qui sont utiles dans la prise en charge du patient, et donc dans le cadre du plan France Médecine Génomique, il a été décidé dans l'INARIDERA de proposer des études génome complet, génome entier. Alors les problématiques, eh ben, elles sont là, c'est-à-dire il y a la problématique de l'interprétation, et donc les panels ont une compétence, les exomes ont une compétence mouvante, puis les génomes, et il va falloir qu'on s'habitue à lire des génomes, et les compétences vont devoir s'acquérir, elles seront plus complexes. Sur l'autodiagnostic, ben, on s'attend effectivement que le diagnostic augmente au fur et à mesure qu'on va séquencer de plus en plus de choses. Nous avons le problème des données additionnelles, où ces données additionnelles sont peu fréquentes sur des panels, inexistantes, seront possibles sur les exomes, et il y en aura, et seront certainement encore plus trouvées sur des génomes, et ça pose un autre problème. Et puis, je vais insister aussi sur autre chose, c'est les variants de signification inconnue. Je ne sais pas si on vous rappelle, on classe les variants en classe 1, 2, 3, 4, 5, 5 c'est pathogène, 1 c'est bénin, la classe 3 c'est variant de signification clinique inconnue, on ne sait pas ce que ça fait. Et donc, plus on va séquencer de gènes, et plus on va séquencer notre génome, et plus on va trouver des variants de signification clinique inconnue. Et donc là, il sera important qu'il y ait des équipes, soit en fait de recherche, soit à l'interface, qui vont mettre en place des tests fonctionnels pour pouvoir prouver que ces variants peuvent expliquer telle ou telle pathologie. Et là, il y a tout un champ à développer. Alors, je vais dire 2 mots du plan France Médecine Génomique, parce qu'après, le professeur Valérie Commieder va aller sur le parcours de soins. Juste pour dire que c'est un plan qui est piloté par Matignon, qui a été lancé en 2015. Et donc, ce plan se base sur la médecine prédictive, préventive, personnalisée, participative, beaucoup de grands mots en P. Juste pour dire qu'il y a 4 enjeux dans le plan. Un plan de santé publique, avec l'organisation du parcours de soins, un enjeu scientifique et clinique, de la séquence à la thérapeutique, un enjeu technologique, parce qu'en fait, mettre en place des séquenceurs qui font tout le génome, d'avoir des ressources informatiques derrière, mettre en place des compétences pour analyser ces données, ben, il y a aussi tout un tas d'enjeux technologiques, et puis économiques, puisque le but du jeu est de monter une filière industrielle. Donc, positionner la France sur la médecine personnalisée, c'est un des enjeux aussi, des points clés. Intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins. Alors, il était prévu 235 000 génomes par an en 2020. Je vous dis tout de suite, on ne va pas les faire. Puisque en 2019, on a Sequoia, une quarantaine de patients, et Oragen, c'est les 2 plateformes nationales, on a une trentaine de patients, donc on est loin des 235 000. Mais ça va se mettre en place avec les filières nationales de médecine génomique, et puis il y a les problèmes éthiques. Alors dans ce plan, il est prévu 3 champs d'application, les maladies rares, cancer et les maladies communes comme le diabète et l'hypertension. On commence par 2, maladies rares et cancer. Alors, juste pour vous rappeler qu'effectivement, il y a 2 plateformes qui ont ouvert et qui sont fonctionnelles et qui peuvent accueillir, enfin recevoir les prélèvements. Alors, je vais passer ça juste pour vous dire qu'il y a une organisation nationale et juste insister un peu sur cet article que je trouve intéressant dans Genetics in Medicine, justement par rapport aux petites tailles, et qui montre en fait que sur un panel, on va faire 13,6% de diagnostic à partir d'une cohorte de 565 individus. Si on rajoute l'exome, on ajoute 16,5% de diagnostic, ce qui permet d'avoir 33% de diagnostic génétique. Et la question, et ça va être avec le plan France Médecine Génomique ou d'autres plans nationaux, avec le génome, à combien on augmente l'autodiagnostic. Donc vous voyez qu'on ne sera pas à 100%, mais on va certainement augmenter le taux de diagnostic génétique. Deuxième chose qui était intéressante dans cette présentation, c'est qu'ils regardaient les retombées pour les patients. Et donc, ils ont montré qu'il y avait des mesures préventives possibles pour ces pathologies-là, des traitements symptomatiques, voire même des traitements ciblés qui pouvaient être mis en place.
Et moi, je rajoute en plus le conseil génétique pour ces familles. Donc, certes, on fait beaucoup de techniques, mais il y a des retombées potentielles réellement pour les patients quand on fait ce type d'examen. Alors, pour conclure, là, il y a une évolution rapide des technologies. Vous avez vu, en quelques dizaines d'années, on est passé de petits exomes à tout le génome. Le problème technique n'existe plus et le problème financier diminue. Le problème majeur, c'est les compétences pour interpréter et les personnes qui vont interpréter ça. Le plan transmédecine génomique a démarré. Il y a une notion de parcours génomique qui va être expliquée par le professeur Valérie Cominière. Et donc, vous avez vu l'importance de la compétence clinique. Et c'est vrai qu'avant de tester un génome entier, on aime bien qu'un généticien ait pu voir le patient. Il y a une restriction électronique. Et puis, le but, c'est de diminuer le diagnostic et d'aller peut-être vers une médecine personnalisée avec des traitements qui espérons co-arriver dans les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Une petite question. L'année dernière, j'ai compris que tu partais. Est-ce que tu peux redire un petit mot des données additionnelles? Parce que c'est vraiment la difficulté du consentement et la difficulté... Alors, sur les données additionnelles, c'est vraiment une question difficile. Donc, actuellement, le Code de la santé publique et la loi interdit de donner des données additionnelles, de rendre des données additionnelles, donc interdit même de dire aux patients qu'on peut en trouver. Donc en fait, le consentement plan transmédecine génomique n'inclut pas l'information sur les données additionnelles et nous avons au laboratoire reçu la consigne de ne pas rendre de données additionnelles. Néanmoins, nous, ça devrait être en difficulté. La loi va certainement changer, puisqu'en fait, le 16-10 de la loi va être modifié pour permettre l'accès aux données additionnelles. Donc ça va changer la loi, mais ça ne change pas le problème de la difficulté d'informer sur les données additionnelles et des positions qu'il faudra prendre. Alors je prends un truc bateau, mais vous avez une suspicion de MOC, et nous sur un génome, on trouve un variant pathogène dans BRCA1, sur une prédisposition au cancer du sein, rien à voir avec l'indication, c'est bien une donnée additionnelle, faut-il la rendre, pas la rendre, et là, on n'a pas encore toutes les réponses. L'agence de biomédecine a fait un travail à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'elle recommande que les généticiens voient les patients, parce qu'ils sont plus habitués à rendre avec ces problèmes de données additionnelles, mais là, il y a encore un chapitre à écrire. Une dernière petite question. Ah, ouais. professeur Maclar. Il y a une question au fond, oui. Ah, une question rapide sur toujours le problème du génétique auquel les cliniciens sont confrontés réellement. Et en fait, vous n'avez pas parlé des tests fonctionnels qui sont quand même un petit peu. J'en ai dit un mot. J'ai dit qu'effectivement, il va falloir mettre en place des collaborations avec des équipes de recherche au sein de nos laboratoires pour faire des tests fonctionnels qui permettront de conclure sur un variant. En particulier, je l'ai dit quand j'ai parlé des classes 3, des variants de signification clinique inconnue. Et c'est une très bonne question. Bon, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Je vous souhaite un bon travail. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Merci d'abord. Donc on va continuer avec le professeur Valérie Corbière, donc on n'a plus besoin de présenter. Et donc il va nous parler justement de la mise en application du plan France Médecine Génomique 2025 pour la filière Oscar, puisque c'est elle qui a obtenu la première pré-indication pour le centre de référence maladie osseuse constitutionnelle. Merci à vous. Donc j'ai inspiré ma présentation de la réunion interfilière qui avait eu lieu en octobre dernier, organisée conjointement par Oscar, Andirard et Déficience intellectuelle. Donc en fait, nous avions répondu à l'appel d'offres pré-indication en décembre dernier, au moment des vacances de Noël, et on a eu la chance que la pré-indication maladie osseuse constitutionnelle ait été sélectionnée, et je reviens juste sur les raisons qui ont conduit à postuler pour cette pré-indication. Donc aujourd'hui, on vient juste de publier la nouvelle classification internationale des dysplasies squelettiques. Cette classification internationale reconnaît maintenant 461 entités en 42 groupes avec 430 gènes identifiés à ce jour. C'est un modèle de maladie rare avec une extrême hétérogénéité génétique et une extrême hétérogénéité clinique. Et point important, on voit aujourd'hui que plus de 92% des maladies osseuses constitutionnelles ont des bases identifiées, avec, pour un même cadre diagnostic, clairement une très grande hétérogénéité génétique. L'indication dysplasie squelettique
a été retenue également en Angleterre comme une des très bonnes indications pour le whole genome, et ça avait été publié en début d'année. Et puis, comme l'a montré Damien, un certain nombre de publications illustrent également l'intérêt du whole exome, voire du whole genome dans l'éducation dysplasie squelettique. Vous avez ici un Nature Review de 2018 qui montre qu'un rendement pour un retard de croissance sévère en whole exome est de l'ordre de 36%, et pour les ostéogenèses imparfaites, il est rapporté comme de 100%, ce qui me semble un petit peu excessif. Donc c'est la raison pour laquelle on avait postulé pour cette préindication avec tous ces arguments, et donc on a été retenu au même titre qu'un certain nombre de préindications sur lesquelles je ne vais pas revenir, et on essaye de cheminer de la même façon pour avoir un parcours patient à peu près cohérent. Donc je reviens également sur les indications qui nous paraissent légitimes pour le whole genome sequencing. On est en whole genome aujourd'hui avec le plan transcription génomique. Clairement, quand on évoque un diagnostic d'achondroplasie, on va commencer par un séquençage Sanger, puisqu'on a une mutation majoritaire, donc c'est la façon la plus simple de confirmer le diagnostic et de toute façon clinico-radiologique. Même chose pour le diastrophique, puisqu'il existe un seul exemple codant. On a mis en place, et beaucoup d'entre nous ont mis en place des séquençages ciblés, un panel ciliopathie, un panel chondroplasie, un panel fragilité osseuse, et puis jusqu'à présent, lorsque le panel ciblé était négatif, on essayait de mettre en place des stratégies de type exome qui ne sont pas tout à fait réalisées en routine aujourd'hui, mais qui le seront probablement. Et on a maintenant cette nouvelle possibilité d'envisager une stratégie de whole genome, mais qui est un niveau de complexité supérieur. Je vous rappelle, donc 437 maladies osseuses constitutionnelles, 461 gènes, donc les panels sont de taille variable, ciliome 170 gènes, fragilité osseuse 39 gènes, MoCo 128 gènes, Glycopro, c'est lise, maladie osseuse condensante, prolifération, 30 gènes. On a un RCP d'inclusion pour décider le clinico-radiologique moléculaire pour décider le panel qui nous paraît plus adapté, un RCP de restitution, et même avec ces panels ciblés, on a de longues discussions pour retenir ou pas la responsabilité du variant, et on a un délai de rendu de l'ordre de 6 mois. On a une démarche qui est toujours clinico-radiologique, donc quand le panel MoCo 128 gènes, on part sur le signe d'appel clinique radiologique, donc on a une classe spondylométaphysère, spondylodysplastique, dislocation, acroméso, rhizoméso, épiméta, polyépi, quelques gènes syndromiques. Et avec ce panel de 128 gènes, on se retrouve avec un rendement global de 51%, chondrodysplasie au rendement de 62%, et le diagnostic que l'on a évoqué sur le plan clinico-radiologique est confirmé dans plus de 80% des cas. Très différent pour le signe d'appel retard statural disproportionné, avec quelques sinus mineurs. On a un rendement qui est entre 13 et 31%, ce qui nous fait un rendement global pour l'ensemble du MoCo de 51%. Autre panel pour illustrer l'importance de ces panels ciblés, c'est le panel fragilité osseuse. L'ostéogenèse imparfaite est extrêmement hétérogène sur le plan clinique, mais sur le plan génétique également. Aujourd'hui, plus de 25 gènes à l'origine de l'ostéogenèse imparfaite, avec bien évidemment 2 gènes majeurs, COLA1, 2, mais 23 gènes transmis sur des modes récessifs dominants ou récessifs liés à X, donc avec à la clé un conseil génétique vraiment différent. La dernière classification internationale et ONIM rapporte maintenant plus de 19 formes d'ostéogenèse imparfaite. Et tous les 6 mois, il y a un nouveau gène d'ostéogenèse imparfaite qui est publié. Donc il y a une difficulté, mais une nécessité à updater régulièrement ces panels ciblés. Donc on a mis en place un panel ciblé de 39 gènes qui inclut tous les gènes d'ostéogenèse imparfaite, mais également des diagnostics différentiels et des formes syndromiques avec fragilité osseuse, 39 gènes. Et on a aujourd'hui un rendement 2015-2018 pour 517 patients de 71%. Donc 2 panels avec des rendements entre 60 et 57%, et pour l'Icopro, on est à 50%. Donc pourquoi postuler pour ce plan France Médecine Génomique et quelles sont les indications qu'on a proposées? Donc d'abord, patient vu dans le cadre du réseau du centre de référence MOC et des centres de compétences MOC, parce qu'on a vraiment besoin d'un diagnostic clinico-radiologique au départ qui va faire suspecter un cadre diagnostique. Patient rentrant dans le cadre de l'une des sous-populations ci-dessous, atteinte épiphysaire ou métaphysaire ou vertébrale et ou fragilité osseuse, atteinte lytique ou condensante ou prolifération, et enfin dysostose. Donc on regroupe l'ensemble de la classification internationale des dysplasies squelettiques. Quel est
le fonctionnement qu'on a mis en place. Donc, on a aujourd'hui un RCP maladie aux sources constitutionnelles hebdomadaire, tous les mercredis, en utilisant le site lestaff.com. Beaucoup d'entre vous nous sollicitent et participent. Et on a décidé d'utiliser le staff.com pour mettre en place un RCP national. Donc on a eu une première session avec Oragel la semaine dernière. Donc on a décidé de mettre en place un RCP mensuel. Donc avec une session Oragel pour le sud et une session Sequoia pour le nord. Donc mercredi après-midi, après la RCP hebdomadaire. Le responsable Sequoia pour la mise en place de ce RCP ici, Sophie Rondeau et moi-même. Oragel, Massimiliano Rossi et Samuel Sicotti qui sont présents ici. Qui peut présenter un dossier? Donc le CIPUI s'appuie sur le réseau des généticiens cliniciens en raison des difficultés qu'a abordé Damien en particulier sur la signature du consentement, avec discussion locale avec le responsable expert, présentation du dossier à la RCP nationale et retour au prescripteur. Donc on est en train de mettre en place, puisqu'on a récupéré les consentements du plan France Médecine Génomique fin juillet. Je vous ai remis la carte de France. Donc Sequoia est sous la responsabilité de Michel Guido et Oragel est sous la responsabilité de Damien Sans-la-Ville. Et on a décidé de mettre en place une RCP nationale parce qu'on fonctionne vraiment en réseau et c'est important pour nous de discuter des observations de sens ensemble. Et donc le réseau repose sur les centres de compétences et les sites constitutifs maladies ou sources constitutionnelles. Quel circuit clinique de prescription? Donc, la consultation de prescription et le rendu du résultat dans cette proposition est faite par un généticien clinicien avec deux situations. Première situation, un tableau clinico-radiologique atypique ou un groupe de pathologies dues à des gènes avec possible altération des régions régulatrices. On peut envisager le génome en première intention. Deuxième situation, tableau clinico-radiologique typique. On va vers un panel ciblé en première intention, puis, si ce panel ciblé est négatif, on basculera sur un génome, en sachant que toute demande d'analyse sera discutée en RCP. L'interprétation des données de séquençage sera également toujours discutée en réunion clinico-biologique. Encore une fois, on a mis en place une RCP nationale. Alors, quelle est l'expérience de prescription? En fait, le circuit de prescription est très lourd. C'est la raison pour laquelle on a un tout petit peu de difficulté à le mettre en place et le système n'est pas encore tout à fait fluide. Donc je parle uniquement de Sequoia parce que je n'ai pas le retour d'Oragel, mais peut-être Massimiliano et Saline pourront en dire un mot. Donc pour Sequoia, on a 42 prescriptions en ligne. On doit avoir des codes de condition. On a un outil de prescription qui est Spice, qui est assez facile. Les consentements sont assez longs. Vraiment pour l'explication du consentement, le temps de consultation est assez prolongé parce qu'il y a toute cette notion de données additionnelles qu'on doit aborder avec les patients et expliquer qu'avec ces premiers consentements, on n'en parlera pas. Donc le temps passé à la prescription, e-prescription 15 minutes. Donc on a RCP d'inclusion, appel du patient, organisation du rendez-vous, commande de logistique, puisque c'est un transporteur qui vient chercher les prises de sang, explication et signature du consentement, scan des consentements, impression de la prescription, prélèvement. Et je vous rappelle que pour le plan France Médecine Génomique, on fonctionne en trio, donc enfants et parents, et qu'on fonctionne avec du sang frais, donc ça nécessite de reconvoquer tous les patients, ce qui n'est pas simple du tout. Et en particulier, on a tous de l'ADN en stock et on ne peut pas utiliser cet ADN en stock. Donc on doit réorganiser un circuit de prescription qui prend en moyenne par patient et par trio plus de 2 heures. Donc on a aujourd'hui envoyé 20 trios. Le circuit est fonctionnel. La difficulté, c'est évidemment l'organisation pratique et très probablement la nécessité de renforcer en ressources humaines, organisation type coordinatrice et conseiller en génétique. Et la problématique majeure du sang frais et du trio. Est-ce qu'il y a eu une première expérience de rendu des résultats? Je pense que Sophie Rondeau a participé à une première expérience de rendu du résultat Sequoia sans difficulté majeure qui est en cours. Oragel, je pense que c'est la même chose, donc c'est un tout petit peu trop tôt. Pas de difficulté majeure rencontrée, si ce n'est le temps nécessaire à toutes les étapes préanalytiques, et évidemment le temps nécessaire à toutes les étapes post-analytiques avec la difficulté d'interprétation d'un whole genome. Donc il y a un certain nombre de biologistes qui ont été sollicités pour savoir s'ils voulaient participer à l'interprétation. Donc il y a Sophie Rondeau, Corinne Collet, et puis Oragel, je pense qu'il y a Mouna à Montpellier. Évidemment, c'est la participation des biologistes d'expertise qui connaissent les maladies aux sources constitutionnelles, qui connaissent leurs variants et qui savent interpréter les variants est très importante.
Dernière question, c'est planification future des échantillons. On avait postulé pour 500 à 600 trios par an, c'est tout à fait la file active qu'on a et ça paraît tout à fait légitime. Maintenant, la vraie difficulté, c'est la mise en place du circuit. Et puis, dernière question, est-ce qu'on va réussir à démontrer l'utilité du whole genome? Je vous rappelle que le but du plan transmétier génomique, c'est de ne rendre que des gènes validés en diagnostic. Donc, théoriquement, nous n'aurons pas accès à des gènes non validés en diagnostic. On n'est pas en recherche. Donc, l'idée, c'est de pallier aux limites du séquençage ciblé avec éventuellement les éléments régulateurs, les grandes délétions. Mais on verra à l'expérience. Et on a aujourd'hui, dans les panels qu'on a mis en place, et on partage avec les autres équipes, un rendement entre 50 et 70%. Voilà. On m'arrête là. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Valérie sur ce sujet un petit peu brûlant? Non. Alors, Valérie, moi j'avais c'est une question tout à fait intéressante, puisque dans le centre de référence du Calcium, nous on n'a pas encore commencé, on est en train de préparer un dossier pour déposer une préindication. Mais à la différence des maladies osseuses constitutionnelles qui reposent sur un réseau de généticiens, donc vous avez quand même déjà toute cette connaissance, etc. Voilà, on va avoir quand même une étape supplémentaire, c'est comment est-ce qu'on va faire entre les référents du centre de référence et finalement avoir ce contact, cette expertise des généticiens. Alors c'est une question qui est posée évidemment en particulier par d'autres filières, parce que c'est vrai que nous, le réseau maladie osseuse, il est un petit peu particulier, puisque dans chaque centre de compétences, il y a un généticien. Pour beaucoup de filières, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a eu des discussions de formation du médecin expert en génétique, et surtout des discussions de binôme conseillère en génétique et médecin expert. Et je pense que là, la conseillère en génétique a un vrai rôle si elle est binômée avec un médecin d'expertise. Le problème, c'est qu'on n'a pas de conseillère en génétique et qu'il y a un grand besoin en ressources humaines de recruter des conseillères en génétique. Donc il y a un besoin sur le plan national d'augmenter le nombre de recrutements en conseillères en génétique, qui sont très importantes pour aider l'expert du domaine. On ne peut pas s'intituler expert dans tous les domaines. On est expert en maladie osseuse constitutionnelle, on n'est pas expert en maladie osseuse. On peut imaginer un binôme généticien expert du domaine. Mais il faut de toute façon que l'expert du domaine soit là. Donc on peut quand même imaginer que la filière soit un soutien pour apporter cette formation à des cliniciens qui voudraient participer à activer le plan génétique pour leurs patients. On est d'accord. Après, il y a une vraie difficulté, et j'insiste sur les données additionnelles, dans la signature du consentement. Aujourd'hui, finalement, ce n'est pas si compliqué, parce qu'on n'aborde pas la question des données additionnelles, mais demain, si j'ai bien compris, les consentements vont changer. Et là, véritablement, il doit y avoir une information qui est longue et vraiment détaillée aux patients. Et le rendu, ça va être vraiment compliqué. Je peux vous demander de faire un retour sur la plateforme Miragem? Concernant les maladies osseuses, on a fait une première RCP pour sélectionner les patients. Mercredi dernier, voilà. Il y avait 4 dossiers, je pense. Pour l'un d'eux, on avait demandé à proposer un diagnostic qui a été écarté. Et les 3 autres vont passer au rejet. Voilà. Comment vous arrivez à vous organiser si vous voulez soumettre 600 échantillons et que chacun nécessite au moins 2 heures? En fait, le calcul, c'est impossible. Donc, le quotidien, en fait, c'est une vraie difficulté. Moi, je le dis à chaque fois, ça a l'air stupide. On a déjà des consultations et des délais d'attente de 6 mois, donc on rajoute. Voilà. On a besoin vraiment d'une conseillère en génétique dédiée qui aide dans le circuit. Mais on l'a déjà dit, à chaque réunion, je le dis. Voilà. Parce que va se poser la question, quand vous avez votre résultat, vous n'allez toujours pas attendre 6 mois ou 1 an pour prendre le résultat au patient. Je me dis que vous avez envie de voir tout de suite. Voilà. Alors, pour le coup, les résultats, on les rajoute en supplément, évidemment, parce qu'on ne va pas faire attendre parce que tu as un conseil génétique, pas du tout. Donc voilà, oui. Il y a un vrai besoin de recrutement en ressources humaines. Et c'est vrai pour le pré-analytique, mais ce sera vrai pour le post-analytique, parce qu'on interroge les biologistes, je pense qu'ils sont aussi angoissés par la lecture du whole génome et par la. Mais derrière tout ça, c'est super, il y a un bénéfice direct, je l'espère. Donc on est enthousiaste, mais on est un peu angoissé. Sophie, je te prie. En fait, dans
encore des pathologies qui sont déjà en place, comme l'insuffisance solaire ou d'autres préindications de pathologies qui ne sont pas vues classiquement génétiques. Et donc, localement, plusieurs équipes se sont organisées avec des liens entre un généticien particulièrement dédié à une préindication, évidemment avec des créneaux réservés pour ce type de consultation, qui, voilà, pour éviter que les délais d'attente soient trop longs. Et voilà, et ça marche plutôt bien, il me semble. Donc, merci beaucoup Valérie. De toute façon, on abordera encore cette question cet après-midi dans les groupes de travail. Voilà, alors après, donc maintenant on a l'honneur d'accueillir Cédric Breton et puis le docteur Habib Gerliès pour, c'est pas Sylvain qui présente, pour l'application Radiosphère. Voilà. Bonjour à tous. Donc Sylvain Breton, je suis radiologue pédiatrique à Necker aux enfants malades et je travaille avec Bouchra qui est juste là dans la salle, qui est la physicienne à l'hôpital. Je suis ravi de vous présenter l'aboutissement d'un projet de filière qui s'appelle donc Radioscar et qui est né finalement au début de cette filière avec un constat assez simple, c'est que en tant que professionnel de santé et radiologue, nous avons l'obligation légale de donner des éléments de dosimétrie, c'est-à-dire des éléments qui vont pouvoir donner un niveau d'exposition au rayonnement ionisant des patients pour lesquels nous réalisons des examens. Ces données dosimétriques, elles sont à disposition et elles donnent des éléments du niveau d'exposition pour un examen. Et tout ça pour des patients qui vont être amenés à consulter à la fois à l'hôpital, dans des cabinets en ville et finalement des correspondants, des professionnels de santé différents et un peu éparpillés. La problématique un peu particulière pour les patients de la filière, c'est que en plus, on va être amené à répéter ce type d'examen et donc finalement à répéter des expositions au rayonnement ionisant. Donc, très rapidement, au sein de la filière, a été identifié un besoin médical qui était de connaître l'historique des examens, à la fois pour savoir quel type d'examen avait été réalisé pour nos patients, quelle zone anatomique avait été explorée et surtout quelle dose d'exposition avait été nécessaire pour réaliser ces examens. Et donc, on a d'emblée identifié le besoin d'un outil qui allait permettre de centraliser l'ensemble de ces données et pouvoir apporter des bénéfices secondaires, à la fois en termes statistiques et en termes d'optimisation de la prise en charge de nos patients. Alors, initialement, on s'est un peu posé la question de savoir si cet outil existait. Eh bien, en fait, il existe déjà cet outil, mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez eu la curiosité d'aller regarder en fait les dernières pages des carnets de santé de vos patients, et en fait, cet outil existe à ce niveau-là. Vous avez une page où vous allez pouvoir noter l'ensemble des examens radiologiques qui ont été faits pour vos patients et donc finalement renseigner l'équivalent d'un niveau d'exposition au rayonnement ionisant de vos patients. Alors ça, comme c'est un outil qui finalement n'était pas franchement utilisé, on s'est dit qu'on allait proposer un outil qui allait être plus facile à utiliser. Et d'emblée, on s'est tourné vers un outil digital sous la forme d'une application mobile qui allait pouvoir centraliser les informations des données, des informations dosimétriques de tous les examens d'imagerie médicale qu'on peut réaliser pour un patient qui va dans des centres différents. Et puis, ce carnet de santé allait pouvoir vous donner une visibilité globale de tous ces examens et notamment de leurs éléments de dosimétrie et d'exposition au rayonnement ionisant. Les avantages d'emblée identifiés avec ce type d'application mobile, c'est d'abord d'être utile pour pouvoir aussi préparer un examen d'imagerie et pouvoir l'expliquer à son enfant quand on arrive soit à l'hôpital dans le service de radiologie, soit au cabinet d'imagerie médicale. Une application mobile qui allait être pratique, qui allait permettre de toujours avoir sur soi en fait les éléments des précédents examens pour pouvoir renseigner les professionnels de santé. Un outil qui allait permettre de mesurer et de finalement connaître l'historique des examens réalisés, donc l'exposition. Un outil qui allait être préventif pour personnaliser et optimiser la prise en charge des patients.
un outil qui allait être aussi pédagogique pour faciliter à la fois la relation entre le médecin et le patient et le dialogue pour sensibiliser les patients et les professionnels à ces expositions. Et puis un outil qui se veut forcément astucieux pour pouvoir gérer plusieurs profils sur un même outil, notamment pour les familles de patients. C'est un projet qui finalement est né en 2015, donc c'était vraiment la première journée annuelle Oscar. Donc je suis ravi qu'arrivé à la 5e année, on puisse vous présenter ce lancement officiel. Alors ça a été un long chemin, mais un long chemin qui a été vraiment consolidé à de multiples étapes, des étapes de co-conception avec vraiment la participation de patients à plusieurs ateliers. Et là encore, on va les remercier de leur participation pour ça. On a aussi consolidé tout ce projet-là avec l'aide de sociétés savantes, la Société française de physique médicale et de radiologie. Et puis tout ça a abouti à finalement son lancement officiel aujourd'hui avec la présence déjà sur le store depuis juillet 2019. Alors je vous parle aujourd'hui au nom d'une grande équipe et chacun des membres de cette équipe a vraiment participé à tout ça. Donc vraiment, une fois encore, c'est une façon de remercier l'ensemble de ces acteurs de la filière qui ont participé à la co-conception de ce projet. Je vous présente rapidement, sans vouloir rentrer dans les détails plutôt scientifiques, mais rapidement le cœur de cette application mobile qui finalement va permettre d'évaluer ce qu'on appelle une dose efficace, qui est finalement une dose d'exposition au rayonnement ionisant qu'on va pouvoir comparer entre différentes modalités d'examen, puisque finalement les doses d'une radiographie ne sont pas exprimées comme les doses d'un scanner, ne sont de même pas exprimées comme les doses d'une scintigraphie, ce qui est une vraie difficulté pour pouvoir comparer tout ça, et le fait de ramener, de normaliser cette dose d'exposition au rayonnement ionisant à une dose efficace va permettre de pouvoir faire cette comparaison. Et puis, le deuxième élément important qui nous a paru important, notamment pour les patients, c'est de pouvoir comparer ce niveau d'exposition, de dose efficace lié à un examen d'imagerie, de pouvoir le comparer en fait à un niveau d'exposition d'origine naturelle qu'on connaît tous et qu'on sait estimer. Tout ça nous a permis en fait de créer l'équivalent d'un algorithme à partir des données disponibles dans la littérature pour savoir soit d'une part pouvoir calculer une vraie dose efficace à partir des indices dosimétriques qui sont fournis par votre radiologue, ou à défaut de pouvoir estimer une valeur à partir de la littérature. Ça c'est vraiment l'algorithme qui est au cœur de cette application mobile. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est de pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça veut dire que quand vous allez charger votre application à partir des stores, vous allez pouvoir initier votre session et sur laquelle on va vous demander d'une part de valider les conditions générales d'utilisation et puis comme c'est une application qui va contenir des données de santé, on a voulu qu'elle soit sécurisée et on va vous demander de les sécuriser avec un code à 4 chiffres. Juste quand vous avez validé votre code à 4 chiffres, vous allez pouvoir arriver sur les premières tâches qui vont permettre de mettre en place votre profil. On va bien sûr vous demander un prénom, un nom, vous pouvez vous appeler comme vous voulez, il n'y a aucun souci, un pseudo, ce que vous voulez. On va vous demander votre sexe, on va vous demander approximativement votre âge par le mois et l'année de votre naissance, et puis on va aussi vous demander des données un petit peu plus personnelles particulières, mais qui vont être intéressantes pour nous, pour l'évaluation de la dose, le poids, la taille, et vous verrez qu'à chaque fois on pourra vous demander de valider ces données-là, parce que on comprend bien qu'on peut avoir un poids qui varie en fonction des saisons. Toujours pour le profil, on va aussi vous demander de savoir si vous avez une maladie particulière, notamment une maladie de l'os, du cartilage, et on va pouvoir vous faire dérouler ici tout un menu où vous allez pouvoir choisir la maladie si vous êtes atteint de cette maladie. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir rentrer finalement vos premiers examens. Alors on va essayer de faire quelque chose d'assez moderne et peut-être réussir à le montrer en direct. Ça marche? Ou pas? Attends, 30 secondes. 12 secondes, ça va marcher.
C'est une histoire de fil, mais c'est sans fil. Désolé. Non, non. C'est le suspense depuis ce matin. Merci pour le teasing, ça fonctionne bien. Non, ça passe en live, mais Ça passe pas. non, mais ici, ça marchera en live. J'ai bien fait de prévoir un backup. Je suis désolé. Le voici. Les captures d'écran, en fait, que je vais vous présenter, c'est exactement le cheminement que vous pourrez avoir quand vous allez rentrer votre examen. Première capture d'écran, c'est que vous arrivez sur la page où vous allez rentrer votre examen pour la première fois. Et quand vous allez vouloir ajouter votre premier examen, vous allez ici sur cet onglet, ajouter un examen et vous basculez sur un onglet où on va vous demander la date de l'examen. Vous allez confirmer la date de votre examen. Ensuite, vous allez confirmer vos données anthropométriques, votre âge, votre poids, votre taille. Et à partir de là, vous allez arriver sur un menu où vous allez pouvoir rentrer votre examen. Si je prends un exemple, j'ai passé une radiographie de l'abdomen. Je vais pouvoir cliquer sur la zone anatomique qui correspond à cet abdomen ici, juste là. Va apparaître un menu déroulant pour vous confirmer que c'est bien au niveau de l'abdomen. Donc vous allez cliquer sur l'abdomen et alors l'abdomen, en fonction de ce qu'on connaît de ce qu'on est allé voir, on a voulu détailler les termes qui pouvaient correspondre à cette région anatomique. Alors ça peut être l'abdomen, ça peut être le ventre, ça peut être la vésicule, ça peut être des choses comme ça. Et donc finalement, ça va vous permettre de confirmer le fait que c'est bien cette zone anatomique qu'on est allé explorer. Et puis à partir de là, vous allez décider de dire si vous avez eu une autre zone anatomique explorée ou pas. Là, en l'occurrence, on a fait juste une radio de l'abdomen, donc non, on n'a pas eu d'autres zones anatomiques. À partir de là, vous allez arriver sur le menu type d'examen où vous allez préciser que vous avez passé une radiographie et on va vous demander de rentrer la dose d'exposition qui correspond à cette radiographie. Comment trouver cette dose d'exposition? Et bien normalement, elle doit figurer dans le compte rendu de votre radiologue. Donc finalement, vous allez la trouver ici. Alors, ça passe en tout petit, mais je vous assure, elle est là, la dose. La difficulté qu'on va avoir, c'est l'unité de la dose qui est juste ici. Et bien, on a prévu un petit menu déroulant où vous allez chercher à retrouver la même unité de dose qui est sur le compte rendu. Et une fois que vous avez rentré tout ça, vous allez arriver au dernier chapitre qui vous permet de rentrer votre examen, qu'on a appelé document, dans lequel vous allez pouvoir, par exemple, prendre en photo le compte rendu de votre examen. Comme ça, vous allez pouvoir sauvegarder la dose de votre examen, le compte rendu de l'examen, voire d'autres choses particulières. Et donc, une fois que vous avez rentré votre examen, quand vous arrivez sur votre page d'accueil que vous aviez au début, celle qui était notée « Je rentre mon premier examen », et bien maintenant, vous avez rentré plusieurs examens. Et on a voulu une visibilité de ces examens qui se veut globale, soit en choisissant une zone anatomique, ici en haut à gauche, soit en choisissant un type d'examen, ici en haut à droite. Vous allez pouvoir choisir les radiographies, les scanners, les échographies, les IRM, etc. Et donc vous voyez que ici, si je reprends cet exemple-là, depuis un an, j'ai passé 2 échographies qui sont présentes ici. Les 2 échographies qui correspondent à cet onglet qui est mis ici. Et si je veux aller avoir le détail de ces échographies, je passe par cet onglet-là qui va m'ouvrir cette page-ci où je vais pouvoir voir que ici, le 18 juillet, j'ai fait une échographie de plusieurs zones, que le 14 août, j'ai fait une échographie du cou, et que si je veux encore plus de détails de chaque examen, je passe par cet onglet ici où je clique sur cette petite flèche et je vais pouvoir voir apparaître non pas la dose, puisque c'est une échographie, donc il n'y a pas de dose d'exposition. Et je vais pouvoir voir apparaître, par exemple, la photo de mon compte rendu que j'ai sauvegardé et que je peux, dans ce cas-là, aller montrer très facilement au médecin que je vais aller consulter pour la suite. On peut aussi voir une vision globale des examens par zone anatomique. Et par exemple, ici, j'ai eu un examen de la région de la tête et du cou, puisque finalement, c'est mon examen d'échographie du cou que j'ai réalisé le 14 août. Et donc, je vais maintenant pouvoir voir l'ensemble de tout ça. Ça, c'est le premier avantage de cette application. Le deuxième avantage, c'est que je peux aller chercher l'ensemble des examens que j'ai réalisés, tout mon historique,
et je vais pouvoir le voir année par année, année par année. Et je vais pouvoir retrouver les photos que j'ai sauvegardées dessus. Je vais pouvoir voir apparaître la dose qui correspond à mon examen, qui va être comparée à la dose d'exposition naturelle. Autre élément qu'on a voulu intégrer dans cette application-là, c'est toute une partie que l'on a appelée le saviez-vous, qui va nous permettre d'apporter des messages simples et clairs sur beaucoup de choses qui concernent les rayonnements ionisants et l'imagerie. Alors par exemple, le menu qui concerne l'IRM, imagerie par résonance magnétique, on a voulu un texte simple qui va permettre d'expliquer aux patients de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des risques particuliers à passer une IRM? Et comment va se passer l'examen? Qu'est-ce que je dois faire avant l'examen? Comment ça va se passer pendant? Et qu'est-ce qui va se passer après l'examen? Ça, on a voulu le faire modalité d'imagerie par modalité d'imagerie. Donc on va avoir l'IRM, l'échographie, la radiographie standard, le scanner, etc. Et puis on a voulu aussi des menus un peu plus généraux et notamment parler des rayonnements ionisants parce qu'on a vraiment identifié que c'était une vraie problématique pour les professionnels de santé, mais je crois aussi pour les patients. Parce que ces rayonnements ionisants, finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et donc qui est difficile à expliquer, de savoir de quoi il s'agit et ce qu'il en ressort. Et donc on a voulu des menus très simples d'explication de ce qu'est un rayonnement ionisant, de savoir si finalement l'utilisation de ces rayonnements ionisants elle était à risque par à risque. Et pourquoi dans ce cas-là on décide de courir ce risque. Et puis aussi des explications assez simples de dire qu'est-ce que la dose d'exposition au rayonnement ionisant et pourquoi finalement on a des doses différentes et pourquoi nous on s'est dit qu'on allait utiliser ce qu'on appelle la dose efficace pour pouvoir comparer tout ça et avoir quelque chose de facile à expliquer. Voilà, je vous remercie et je vous engage vraiment à aller regarder sur les stores si ce n'est déjà fait pour pouvoir me charger. En allant sur les stores, vous pourrez faire l'application vous-même, c'est que je n'ai pas pu vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vite fait. Donc je le précise, je suis un non-sachant puisque association de malades. J'ai effectivement chargé quand j'ai découvert la plaquette, donc je vous confirme que c'est très facile puisque j'ai pu saisir le premier examen de ma fille qui avait 8 novembre. Malheureusement, je suis tombé sur un cas qui est corps entier. Effectivement, comme c'est une radio EOS, je n'ai pas pu mettre la dose correspondante puisque là, a priori, c'est une estimation moyenne. Or, comme elle suffit souvent ce genre d'examen, je ne sais pas comment ça va se passer, sachant que le EOS et radiographie de ce que je sais, c'est pas tout à fait la même. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien dans le tutoriel aussi. Alors, donc, l'aparté sur les os, en effet, ça fait partie des messages qu'on a voulu passer dans le saviez-vous. La difficulté des examens qui sont entre guillemets corps entier ou ceux qu'on a appelés multizones, c'est en effet pas toujours très simple de savoir comment exactement le renseigner. Ça, c'est une difficulté qu'on a identifiée tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais quand vous ouvrez l'application, en fait, va apparaître un tutoriel qui va vous expliquer quelles sont les questions importantes à vous poser avant de rentrer l'examen. Les deux questions importantes à vous poser, c'est 1. Est-ce que vous avez la dose et où elle est dans le compte rendu, sur les clichés? Et 2. Est-ce que l'examen que vous avez fait concerne une dose, plusieurs doses, pardon, une zone anatomique ou plusieurs zones anatomiques? Et en fonction du schéma, si vous avez une dose pour plusieurs zones anatomiques ou plusieurs doses pour plusieurs zones anatomiques, on va avoir un cheminement qui va être un petit peu différent. Donc en fait, quand on a une dose pour plusieurs zones anatomiques, comme le corps entier, là on est dans un cadre où finalement on n'a pas pu avoir un calcul direct de la dose, et donc on est en effet dans une estimation. Alors, au passage, ça veut dire que dans le cas précis de votre fille, on est en surestimation de dose. Ce qui est quand même la situation la moins défavorable. Ça aurait été plus compliqué d'être dans sous-estimation de dose. Ma question concerne également EOS, l'imagerie par EOS dans l'émission à trousseau, et que j'utilise largement. Donc j'ai bien entendu les réponses à la question précédente. Nous encouragez donc quand même à utiliser EOS au maximum, ou pas? Alors, dans votre question, qui est forcément touchy, je vais vous apporter une réponse
non pas de norme, mais une réponse en 2 volets. Le premier volet, c'est que bien sûr, l'EOS étant une technique de radiologie standard qui expose à un niveau de rayonnement ionisant moins important que d'autres techniques, il va de soi qu'il vaut mieux la privilégier à une technique de radiographie standard classique. Néanmoins, les indications de l'EOS ne sont pas forcément aussi larges que pour la radiographie standard classique. Donc ça veut dire qu'il faut savoir moduler l'indication de l'EOS par rapport à la question de ce qu'on va aller chercher. Pour prendre un exemple simple, si vous devez évaluer de façon répétée une déformation rachidienne scoliotique, l'EOS a toute sa place parce qu'on a des techniques et des réglages de la machine EOS qui nous permettent de diminuer les doses de façon très très importante tout en conservant l'information de quel est le niveau de déformation de cette scoliose. Après, si vous voulez une information plus fine sur l'os en lui-même, l'EOS n'a pas toujours la meilleure indication pour ça. J'ai fait une réponse un peu longue, mais qui j'espère est suffisamment claire. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup. Question peut-être un peu plus orientée adulte. On est souvent confronté, notamment avec les radios faites en ville, à l'absence de possibilité d'avoir ces clichés en version numérisée et autres. Alors qu'on voit le scanner en IRM avec les CD, on s'en sort. Est-ce que vous envisagez dans une version peut-être rêvée future de pouvoir... La V2 de 2020. La V2 de 2020, de pouvoir également avoir en fait les fichiers DICOM en fait, sur l'application facilement visualisables et éventuellement transférables pour chaque question. Alors, pour répondre à votre question, qui est une question qu'on s'est posée depuis quasiment la jeunesse de ce projet, on est dans une première difficulté, c'est que on a actuellement le déploiement du dossier médical partagé qui, à terme, nous l'espérons, pourra contenir ces informations-là. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'opérationnel avec un dossier médical partagé qui est utilisé tous les jours et avec toutes ces informations-là. Donc on s'était posé un peu cette question-là. La difficulté, c'est que il y aura ce dossier médical partagé un jour qui contiendra ces informations. Ensuite, la deuxième chose, c'est que en termes de volume de données, c'est extrêmement important. Et pour une première version, on a choisi d'avoir une version qui est sur votre téléphone. Ça veut dire que les photos et comptes rendus que vous prenez, par exemple, elles sont stockées dans votre téléphone. Donc on ne va pas prendre toute la mémoire de votre téléphone avec les images de votre IRM du rachis lombaire parce que vous avez un problème de lombalgie. Donc ça c'est une vraie difficulté technique et qui en même temps est un peu difficile à régler sans tenir compte du dossier médical partagé. Donc la vocation de cette application n'est peut-être pas forcément d'être le dossier médical partagé radiologique digital de tous nos patients. On est resté vraiment sur le cadre, un périmètre qui était plutôt sur une question de l'ordre de quel est le niveau d'exposition au rayonnement ionisant de nos patients. Une dernière question. Bonjour, je voulais vous remercier d'abord pour votre travail. Je pense que ce serait peut-être intéressant de mettre à disposition cette application pour les parents qui sont en errance médicale, par exemple, pour leurs enfants, et qui, eux, par la force des choses, se retrouvent dans la situation où ils doivent faire des radios pour leurs enfants, pour essayer de trouver le diagnostic. Et du coup, votre application ne serait pas juste associée à Oscar, mais généralisable aux personnes qui ont besoin, par la force des choses, de faire plusieurs radios, un peu à gauche, un peu à droite,
Et des fois, on leur demande même de refaire, parce que, voilà. Et voilà. Donc, au final, pour moi, l'exposition, surtout pour un enfant, elle est dangereuse avant le diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, on sait qu'on fait partie de la filière Oscar ou autre, on est entouré par suffisamment de spécialistes pour pouvoir poser des questions et avoir des bonnes réponses. Voilà, donc c'est très bien ce qu'on fait. Peut-être on le rendre accessible de façon générale aux personnes qui ont besoin de s'exposer. Voilà. C'est juste une proposition. Merci pour vos remerciements. Oui, en effet, c'est un sujet qui s'est posé très vite. Hein. Alors, volontairement, on a souhaité que cette application elle ait un premier déploiement sur des patients qui sont très concernés par ça, qui, je pense, se posent aussi beaucoup de questions sur ces sujets-là. C'est des patients de la filière Oscar, mais en effet, c'est quelque chose qui peut tout à fait se déployer pour d'autres patients, pour un échelon national ou européen, etc. C'est pas du tout problématique, et c'est pour ça d'ailleurs que cette application est disponible sur les stores de façon gratuite et vraiment à disposition dans le pourcent. On n'a pas encore prévu de version dans une autre langue que la langue française. Hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Si vous avez des questions, on va faire une petite pause, hein, si vous voulez bien, de 10 minutes. Et puis on va reprendre avec le thème de la grossesse et les pathologies de l'os, du calcium et du cartilage. Voilà, je vous invite à aller prendre un petit café. Non, mais c'est moi, j'ai oublié de tout. Ouais, mais c'est bête, il y avait tout. Ouais, mais carrément, mais j'étais tellement persuadé que j'avais bouclé sur le Ouais, mais en fait, ça rentrait sur le pape. Le truc, c'est que au lieu de rentrer dans la machine directement, j'aurais dû rentrer d'abord par le rétroprojecteur et dans le live, c'est tout ça. Et normalement, dans le live, ensuite, si tu l'avais fait dans le live, tu le voyais. La logique, on ne voit jamais. Donc, c'est pathologie aussi. Sur une lecture, ça marche. Les pathologies, après, voilà, aussi articulaires, déjà, elles sont beaucoup plus proches. Elles sont même des maladies. Donc, on va. Ça faut enregistrer. Ouais, c'est un petit peu. Non, mais c'est juste en fait, j'ai tout préparé. Moi, j'en fais tout. Je viens d'avoir. C'est changé ou pas? Et là, dans la salle, c'est elle qui dit page de commentaires qui allait de la virgule devrait être à tel endroit jusqu'à la référence en passant par la phrase machin de Claire, exactement ce qu'on a. Alors après. non. On va peut-être mettre un petit commentaire en mode ah bah non, et tu m'envoies un message pour me dire quelle présentation ne fuse pas. Oui, bah il faut que je la chope. Je vais essayer de la trouver. Un truc à boire, moi. Je fais de l'eau et un café, ouais.
Je suis descendu une ou deux fois quand il y a une personne qui présente qui dit bah voilà, les futurs, est-ce que vous avez des questions? Pas quand elle dit vous avez des questions, est-ce que ça vous faut que je descende ou je reste toujours sur... Non, non, parce que moi je les ai sur le trou. Ah, pas forcément, quand elle est là complètement à gauche, tu n'as pas, tu le regard à ça. Ouais, je t'avoue, je sais pas. Bon, et, de toute façon, du moment qu'on l'entend, je vais rester sur le public. Ça, on va le dire. À midi, on va
Allô, allô. Ah, Agnès? On y va, on est parti. Ça n'a pas repris, là? Attends, non, mais... Si vous voulez bien vous installer, nous allons reprendre. Vous avez un... moi, peu m'importe. On va commencer par le deuxième, après le troisième et après celui-là. Donc c'est vous qui commencez alors. Il y a Dorian qui va venir vous lancer le diaporama. S'il vous plaît, nous allons reprendre la conférence. Merci de revenir dans la salle. Sinon, je chante. Ah, vous entendez pas? Non, on n'entend pas, là. Ah, bah, c'est pas la peine que je chante, alors. C'est pas la peine. Mais du coup, vous pouvez vous installer, puis Dorian va... Alors... Ah, ça a l'air d'être bon. On commence, on a un PC. Oui. C'est Pascal d'abord. Voilà. Ok. C'est Pascal et ensuite... Alors, c'est dans ce ordre-là? Vous? Là? Et ça. Non, Eugénie d'abord. Non, Pascal d'abord. Pascal, d'accord. Eugénie et Raphaël. Oui, non, la flèche, c'est celui du fond, du bout, sur lequel il faut appuyer longtemps. En fait, il n'y a pas de laser. Voilà. Sur l'écran. Ouais. Il faut appuyer longtemps, voilà. Ouais. Moderne. Hein. Allez, on y va, on commence. Merci de vous installer tranquillement. Et donc, on a l'honneur d'avoir le professeur Pascal Guggenbuhl, qui est rhumatologue à Rennes, qui a une grande expérience dans la fragilité osseuse. Et donc, il va nous parler d'ostéoporose post-gravidique et allaitement, puisqu'on avait vraiment dans l'idée de parler de sujets qui concernent la femme enceinte. Voilà. Merci Agnès. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par un petit cas clinique. Donc, c'est une femme de 36 ans, primipare, et qui a ressenti une violente douleur syncopale avec un craquement 2 mois après son accouchement en revenant d'une consultation pour son enfant nouveau-né auprès du pédiatre. Comme notre système de santé est rapide, elle a eu ses radios 6 mois plus tard. Et quand on la voit en consultation, elle a perdu de la taille. Et voici les radios. Donc, et vous voyez au niveau des flèches, eh bien, ces radios montrent l'existence de fractures vertébrales qui ont été confirmées par une IRM qui a été réalisée après. Et il y avait même une 3e fracture qui n'avait pas été vue sur les radios qui est apparue après. On lui a fait une mesure de densité minérale osseuse et qui montre des chiffres bas avec un Z-score lombaire à moins 4,2 au rachis lombaire, des chiffres un peu moins bas au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, comme vous pouvez le voir. Alors, en reprenant l'interrogatoire, parce que c'est quand même un petit peu extraordinaire de trouver des fractures vertébrales chez quelqu'un de si jeune, non ménopausé, on cherche un petit peu. En fait, elle consomme aucun produit laitier depuis 1 an en raison d'un côlon irritable. Elle n'a jamais eu de supplémentation en calcium ni en vitamine D. Mais finalement, dans les antécédents personnels ou dans la famille, on ne trouve pas de notion de maladie osseuse ni de fracture, y compris dans l'enfance. On fait quand même un bilan un peu exhaustif à la recherche d'une cause de déminéralisation osseuse et on ne trouve rien. Et finalement, alors j'aurais peut-être pas dû mettre mutation, on trouve un variant du gène du collagène type 1 lorsqu'on a fait la recherche génétique et qui serait compatible avec une fragilité osseuse sans être pour autant une forme classique de l'ostéogénèse imparfaite. Alors, ce type de malade, les rhumatologues ceux qui s'intéressent à l'os envoient
régulièrement, ce n'est pas la maladie la plus fréquente, mais on en a tous. Et Michel Laroche, qui est un de nos collègues toulousains, nous avait demandé de rassembler nos différents cas, et ça a été publié il y a 2-3 ans. Il y avait 52 patientes qui avaient été recensées. C'était une étude rétrospective. Et vous voyez que la première information, c'est que la plupart du temps, ces fractures liées ou autour de la grossesse, elles surviennent plutôt après l'accouchement. Vous voyez que le pic est très net et au cours de l'allaitement. Donc l'âge moyen dans cette série, c'était de l'ordre de 32 ans. C'était la plupart du temps des primipares, mais il y avait un certain nombre de femmes qui en étaient à leur deuxième jusqu'à, vous voyez, leur 5e grossesse. 28 femmes avaient allaité et 71% parmi elles ont fracturé. Il y avait une moyenne de 3,8 fractures par femme et ces fractures prédominaient au niveau des vertèbres. Au niveau de la densité osseuse, le T-score lombaire était bas. Vous voyez que la moyenne était à moins 3,4 et 80% des femmes avec un T-score en dessous du seuil ostéoporotique. En revanche, les chiffres, et cela est assez classique dans la littérature, étaient meilleurs au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, avec seulement un tiers des femmes qui avaient un T-score qui est inférieur à moins de 5. Alors rassurez-vous, on ne va pas détailler ce tableau, mais simplement, c'est pour, si vous regardez la colonne où sont indiquées les fractures, vous voyez qu'il y a de très nombreuses fractures. Il y a des véritables cascades fracturaires, et c'est assez caractéristique de ces tableaux d'ostéoporose de la grossesse ou de post-grossesse, c'est d'avoir beaucoup de fractures vertébrales. On ne sait pas si toutes sont liées à la grossesse actuelle, mais on en découvre souvent plusieurs. Et l'autre chose informative sur ce tableau, c'est que le T-score et la densité minérale osseuse sont abaissés, surtout au niveau du rachis lombaire, beaucoup moins au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Donc ces femmes avaient une histoire familiale de fractures dans 38% des cas, et il avait trouvé une maladie prédisposante ou des facteurs de risque chez un certain nombre d'entre elles. Vous voyez qu'on a trouvé 2 maladies cœliaques, une maladie de Crohn, un certain nombre d'anorexie, d'ostéogenèse et de maladies beaucoup plus rares comme une ostéoporose avec pseudogliome. La corticothérapie, il ne faut pas oublier ça dans l'interrogatoire, l'hyperthyroïdie et une mastocytose cutanée. Il y avait aussi des facteurs prédominants pour une densité minérale osseuse basse avant la grossesse, qui ne sont pas des facteurs de risque qui paraissent majeurs. Il y a eu tabagisme et des insuffisances ovariennes. Et enfin, pendant la grossesse, un certain nombre d'événements qui peuvent conduire à une diminution de la masse osseuse, comme les traitements par héparine, les alitements, voire les vomissements aussi été retenus dans cette étude. Néanmoins, un tiers des femmes n'avaient aucun facteur de risque connu de fracture ou d'ostéoporose dans cette courte série. L'évolution, elles ont eu un suivi pendant quelques mois, et dans ce suivi, bien, vous voyez que 20% ont refait une nouvelle fracture. La plupart étaient des fractures vertébrales, avec un délai variable par rapport à la première fracture. Un certain nombre de ces femmes avaient été traitées par bisphosphonates ou tériparatide, et 7 femmes n'avaient pas eu de traitement. 7 patientes ont refait une autre grossesse, et on y reviendra, mais ça c'est une question qui revient toujours chez ces femmes. Elles ont quand même pas mal souffert durant cette première grossesse. Néanmoins, un certain nombre d'entre elles souhaitent avoir un deuxième enfant, mais elles se renseignent quand même pour savoir si elles vont refracturer. Et c'est une question à laquelle il n'est pas très facile de répondre. Les traités classiques disent que le risque de récurrence est assez faible. En fait, quand on regarde les séries, c'est pas si faible que ça. Et là, dans cette étude rétrospective, c'était de l'ordre de 30%, et d'autres papiers s'accordent à peu près sur ce chiffre-là. L'évolution de la densité minérale osseuse, chez quelques femmes, on a pu suivre cette densité minérale osseuse avec un écart de 2,5 ans en moyenne entre les deux mesures. Vous voyez que tout à droite, c'est le tériparatide qui donnait les gains osseux les plus importants, notamment en lombaire, avec un gain annuel de 14% et 5% col fémoral, 10% pour les bisphosphonates, et malgré tout, les femmes enceintes, les femmes qui n'avaient pas été traitées, ça c'est une information importante, elles regagnent de l'os après cet événement post-gravidique, avec un gain annuel qui est tout à fait bon et qu'on aimerait bien avoir parfois dans nos traitements, de plus 6,6% par an en lombaire et 2,3% au col fémoral.
La deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qui a regardé un peu plus à long terme le suivi de femmes qui avaient fait des fractures. Donc c'est une série allemande qui a suivi 107 patientes qui avaient eu une fracture pendant la grossesse ou l'allaitement. Et là encore, 70% l'avaient eu pendant leur première grossesse. En moyenne, les femmes avaient fait 4 fractures vertébrales. On retombe sur cette notion de cascade fracturaire et de nombreuses fractures, sinon en même temps, au moins dans un laps de temps assez réduit. Et la plupart étaient thoracolombaires, comme vous pouvez voir sur le graphe. Et 94% des fractures étaient survenues après l'accouchement ou pendant l'allaitement. Même notion que dans notre étude française. Donc le suivi moyen dans cette étude était de 6 ans. Et il y a eu 2 nouvelles fractures chez 26 femmes, ce qui faisait un quart de cette population. Notion intéressante, il y avait une corrélation significative avec le nombre de fractures initiales. Vous voyez que les femmes qui avaient fait seulement, si on peut dire, une fracture avec un risque de refracture d'environ 10%, celles qui avaient fait plus d'une fracture avaient un risque beaucoup plus important, de l'ordre de 30%. Et dans la plupart des cas, ça survenait rapidement, dans les 6 mois à 1 an après la première fracture. Chose très importante sur un plan clinique, ce sont des femmes qui vont présenter des douleurs pendant très longtemps. Et là, dans cette étude, vous voyez que 60% des femmes disaient avoir eu des douleurs pendant au moins 3 ans et avoir mis 3 ans à s'en débarrasser. Et certaines avaient encore des douleurs. Et ça, c'est une notion aussi, quand on suit ces patientes, qu'on a. Ce sont des douleurs qui ne sont pas dues à de nouvelles fractures, mais aux modifications de la statique et à l'apparition éventuellement d'arthrose dans le long cours. Alors, lors d'une nouvelle grossesse, c'est toujours cette information qu'on aimerait pouvoir donner aux patientes, eh bien, il y en avait eu 30% qui ont au moins une autre grossesse. Tous avaient eu dans cette série un traitement anti-ostéoporotique. 13 ont préféré ne pas poursuivre leur grossesse. 17 ont mené leur grossesse à terme. Et finalement, 35% ont fait une ou plusieurs nouvelles fractures. Donc, toujours un bon tiers qui est susceptible de refracturer dans le suivi. La prise en charge avait été regardée également. Il avait été conseillé de ne pas allaiter et 70% avaient suivi le conseil. Malgré tout, elles avaient fait 2,2 fractures en moyenne. Les autres ont allaité en moyenne un mois et demi et 20% avaient allaité entre 1 et 3 mois. Elles ont fait 2,4 fractures. Et celles qui ont allaité le plus, entre 4 et 8 mois, eh bien, elles ont fait un peu plus de fractures. Alors, la dernière donnée sur les traitements, ça vous montre qu'il faut se méfier quand il y a des études rétrospectives, puisqu'il y avait davantage de fractures incidentes dans les groupes traités. C'est bien entendu un biais de sélection. Et c'est un peu le biais de toutes ces études, c'est qu'elles ne sont pas bien ajustées par rapport au niveau de densitométrie osseuse, par rapport aux autres facteurs de risque d'ostéoporose. Et donc, on se retrouve avec des données parfois un peu contre-intuitives. En tout cas, on ne peut pas dire que les traitements étaient très préventifs. Alors, ils ont suivi chez quelques patientes la densitométrie osseuse chez celles qui avaient eu plusieurs grossesses. Les grossesses sont formalisées par une croix ici. Et vous voyez que la densitométrie osseuse, eh bien, elle n'a pas rebaissé au cours des autres grossesses, ce qui est un point plutôt intéressant. Il n'y a pas eu de diminution ultérieure. Est-ce que c'est dû au traitement qu'elles ont reçu? C'est difficile à le dire. Alors, quelle est cette maladie un peu bizarre qu'est l'ostéoporose post-gravidique ou liée à l'allaitement? C'est une maladie qui est rare, c'est 4 à 8 par million de grossesses. La grossesse, c'est évidemment pas une situation pathologique, donc ça, c'est quand même pas un facteur de risque d'ostéoporose. Et pourquoi des femmes font ces épisodes de fragilité? Parfois, c'est cascade fracturaire. Alors, il y a bien entendu le fait d'avoir une pathologie osseuse préexistante, on l'a vu dans la série française notamment. Il y a peut-être un terrain limite, mais comme on n'a jamais les densités osseuses avant les événements fracturaires, parce qu'il n'y a aucune raison d'en faire, eh bien on ne sait pas s'il y avait une densité basse avant, sauf s'il y avait une pathologie osseuse déjà connue. Il y a probablement, dans un certain nombre de cas, comme chez notre patiente, un terrain génétique favorisant. Et puis, dans tous les cas, il y a sûrement cette notion dont je vais vous reparler, de résorption osseuse qui est excessive pendant la grossesse et qui, chez certaines femmes, va conduire à cette bascule dans la fragilité osseuse.
Alors j'ai tiré essentiellement des données d'un auteur qui s'appelle Kovacs, qui a fait, si ça vous intéresse d'ailleurs, une grande revue qui fait 100 pages dans Review Physiological Review en 2016, et qui montre, la première chose, c'est la modification des paramètres phosphocalciques au cours de la grossesse. Ici, vous avez la grossesse elle-même, l'allaitement et puis le sevrage. Et vous voyez que pendant la grossesse, le calcium total va diminuer. En revanche, le calcium ionisé va rester parfaitement normal. Et donc, c'est l'hypoalbuminémie induite par la grossesse qui induit cette fausse hypocalcémie. Pendant l'allaitement, bien, le calcium ionisé, il va augmenter un peu et puis revenir à la normale après le sevrage. Le phosphate, il est normal pendant la grossesse. En revanche, on va avoir une augmentation importante pendant l'allaitement qui peut parfois même aller au-delà de la norme du laboratoire, puis un retour à la normale. La PTH, elle va diminuer après le premier trimestre de la grossesse, pendant l'allaitement, et revenir petit à petit à des valeurs normales après le sevrage. Quant au calcitriol, il va augmenter pendant la grossesse, puis diminuer pendant l'allaitement. La calcitonine va augmenter un petit peu en miroir comme la vitamine D, et il y a une hormone qui va augmenter beaucoup pendant la lactation, qui est la PTHRP. Donc le challenge pendant l'allaitement, ça va être d'amener beaucoup de calcium pour l'enfant. Et donc là, vous avez un schéma d'une cellule épithéliale de glande mammaire, avec ici, on est à une concentration de 2,2 millimoles en calcium dans le sang, et on va l'amener à 3 millimoles dans le lait, avec un certain nombre de systèmes de concentration du calcium, d'excrétion du calcium à la surface de la cellule, et surtout ce système du récepteur au calcium qui va contrôler les sorties de calcium, et puis aussi la sécrétion de PTHRP qui va entraîner d'une part l'augmentation de la résorption de l'os chez la mère, et donc la mise à disposition du calcium, et puis la sortie également de la PTHRP dans le lait. Alors, ce mécanisme, il va réguler la résorption osseuse. Il est différent s'il y a beaucoup de calcium, si les apports en calcium sont importants et suffisants chez la mère, ou s'ils sont déficients. Et on va avoir soit une inhibition forte par l'intermédiaire de ce récepteur au calcium, ou au contraire une diminution de l'inhibition pour adapter les taux de calcium en eau et de PTHRP dans le lait, et la résorption osseuse pour réaugmenter les apports en calcium. Et au niveau tissulaire lui-même, eh bien, on peut constater, au moins sur les modèles animaux, qu'au niveau de l'ostéocyte, vous allez avoir, en plus de l'augmentation de l'activation des ostéoclastes et de la résorption osseuse pour mettre à disposition du calcium, vous allez avoir une augmentation des espaces péri-ostéocytaires, une déminéralisation. L'ostéocyte est capable de sécréter des facteurs qui sont semblables à ceux sécrétés par les ostéoclastes pour résorber autour de la cellule, et qu'après cette période de lactation, il va y avoir une récupération, une reminéralisation et une diminution de la résorption ostéoclastique. Alors, dans la situation de la grossesse et ensuite surtout de l'allaitement, vous allez avoir une carence œstrogénique, et ça on connaît bien la résorption qui s'ensuit, avec une diminution ici de la PTH et une augmentation des pertes en calcium. Ce qu'il y a de particulier au cours de la lactation, c'est qu'on va avoir à la fois une diminution des œstrogènes, mais aussi une activation importante de la PTHRP qui va augmenter la résorption, et dans ce cas-là, essayer de rendre la balance calcique positive en diminuant les pertes